L'Angleterre, donc, renversée par l'Argentine. L'Argentine disputera. Est-ce que, là, ce soir, vous allez assister à une qualification de légende là? Est-ce que ça va arriver? Oui, voilà. Enfin, je pense qu'il n'y a pas fondamentalement débat, mais... si. Non, pas de légende. C'est extraordinaire. On sprint là ou on fait quoi? Ah bah non. Là, il y a des super. Bon, vas-y, pas de légende. Commence par pas de légende parce que là. Non, mais c'est une belle qualification, mais pas de légende. Il n'y a pas de fait de jeu de fou. Et cette qualification, elle est en partie due à l'énorme foirage tactique de Thomas Tuchel. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas un match qui rentre dans la légende. Une légende, c'est deux équipes qui sont au summum de leur qualité et voilà, avec un scénario de fou. Mais là, t'as pas un scénario de fou là? Ouais, mais c'est-à-dire que il se tire une balle dans le pied. Ça veut dire, mais ça on rentrera dans le détail. Côté argentin, oui, ça on rentrera dans le détail après. Mais tu as quand même Messi. Moi, je pense le plus grand joueur de l'histoire depuis 2022, que tu attends pas sur cette Coupe du Monde, qui te fait une Coupe du Monde gigantesque que peut-être personne n'attendait, qui sur cette Coupe du Monde, qui sur cette demi-finale, dans les 5, 6, 7 dernières minutes, te sort 2 passes décisives, il prend le match quasiment à lui seul, parce que ça commence pas que dans les 5 dernières minutes. Il te fait un festival à partir du moment où il dit bon, filez-moi la gonfle là, je vais la régler l'histoire. Mais c'est dingue. Bien sûr. Franchement, si ça c'est pas la légende, Pierre. Mais qu'est-ce qui va être la légende? Mais surtout c'est un match de fou. Non mais alors là, c'est que moi je parlais du match en lui-même. Pour moi, un match de légende, c'est quand il y a une dramaturgie. Il y en a une quand même. Non, il y a une équipe qui recule comme une malade. Mais non. Toi tu retiens les 20 dernières minutes. Mais en fait c'est un match de légende parce que la première mi-temps c'est un match viril. Les mecs se rentrent dedans. Mais si, il n'y a pas trop d'occasions, mais il y a plein de caractéristiques différentes. Oui, ça c'est vrai. Il y a un match de. Il y a plusieurs visages à ce match. C'est ça. Il y a un premier mi-temps qui est vraiment un duel presque un 3-3. Non mais pas un 2-1 quoi. Il n'y a pas que les 3. Non mais regarde. Nicolas, j'ai pas fini, je suis en train d'expliquer. Nicolas, arrêtez de comprendre tout le monde. Indiquez à Pia qu'elle se trompe complètement. Mais gentiment. Nicolas, je ne suis pas d'accord avec Pia. Tu viens de me couper la parole, je vais te couper la parole. Vas-y, non mais vas-y, commence, je vais te couper la parole. Non mais je comprends ce que veut dire Pia, mais le scénar fait que si ça reste. Et en plus parce que c'est un Argentine-Angleterre. Et parce qu'encore une fois, les Anglais. Et parce qu'encore une fois, les Anglais, ils perdent. Et parce qu'encore une fois, ils perdent en demi-finale de Coupe du Monde. Et parce qu'encore une fois, les Argentins, ils le font. Enfin, ouais, le scénar, il est quand même. Ouais, mais c'est pas que ça. Ça contribue. Ça contribue. J'ai eu une petite pensée pour notre président à vie, Didier Roustan, qui nous parlait, qui était un amoureux du football argentin. Je ne sais pas si c'est très populaire en France d'être aujourd'hui, d'après 2022. Mais il était aussi très amoureux du foot anglais. Non, c'est vrai. Ouais, mais il définissait le football argentin comme un sentiment, le sentimiento. Est-ce que ce soir, ce refus de la défaite, cette idée, je sais pas, ils ont un cœur gros comme ça, en fait. Et c'est incroyable. Et ils tiennent là-dessus. Et tout le monde, je reprends un peu la part où ils sont passés entre le Cap-Vert, l'Égypte. Oh oui. Tout le monde a dit, à un moment donné, il y a trop de sentiments, il y a trop d'émotions. Oui. À un moment donné, ça va, la corde va céder. Et comment je dis, en fait, ces joueurs-là, ils sont tellement habités par la nation, par ce que représente l'Albiceleste, ce que ils l'ont au fond du cœur, ils l'ont au fond des tripes. Oui, mais aujourd'hui, il y a du foot en plus. Parce que la seconde période, il y a du foot. Mais si tu veux, là où ils vont chercher, quand tout le monde les voit morts, les voit cramés, parce que après le but de l'Angleterre, on s'est dit, bon, ça va être dur quand même. Je les voyais plus, moi. Et là, au cœur, au forceps, au truc, ils vont chercher des ressources. Au talent aussi. Au talent. Ils vont chercher des ressources. Non, mais c'est incroyable. Moi, je suis bluffé, j'ai sauté on parlait de trucs. Je me lève, je saute rarement. Il se lève rarement. Mais là, vous pouvez plus maintenant. Vous pouvez plus maintenant. Non, mais il y a un truc. Ludo voulait rentrer en jeu. Non, mais là, Jo Mikou. Il y a un truc aussi qu'il faut souligner ce soir. C'est sûr que les joueurs sont fantastiques et tout, mais tu as un coach sur le banc. Tu as un sélectionneur qui refuse la défaite, qui refuse de dire on va subir jusqu'au bout ça, et il fait des changements. Non, mais il fait des changements. Alors tout le monde dit mais pourquoi il fait rentrer un arrière-droit pour un arrière-droit? Parce qu'en fait, il le fait aussi souvent. Il fait Nico Gonzalez, d'ailleurs je m'excuse auprès de lui parce qu'il fait une très bonne rentrée, je le trouvais très moyen. Il n'est pas très bon depuis le début de la Coupe du Monde. Et il fait des changements pour changer le match. Pardon, alors justement, parce que j'avais une question, puis je voulais pas tout de suite rentrer dans le coaching, mais vous y faites référence. J'ai pas compris le coaching de Scaloni, on reviendra après à Turel. 72e minute, triple changement, Montiel, De Paul, Otamendi, Lisandro, Molina, Simeone. J'ai noté peut-être un drôle de coaching alors qu'il avait Lautaro, Paz et Almada. Donc voilà. D'accord, moi je pense que derrière il fait sortir, parce que les deux ont un jaune, donc il veut sécuriser derrière.
Sur le Montiel, c'est quand même un joueur un peu plus offensif et qu'il a besoin de ça, d'aller chercher sachant que l'Angleterre recule beaucoup. Et après, De Paul, pourquoi? Moi, je pense que c'est un joueur qui a, quand l'Argentine peut contrôler le ballon. Contrôler le ballon et être très haut, c'est un joueur qui est très très bon dans les passes pour casser des lignes. Ou sur des centres, il a vraiment une très grosse qualité de centre, je crois. Et avoir recentré McAllister aussi. Sur la tête de McLaren, de McAllister sur le poteau, c'est lui qui fait un centre magnifique. Oui, mais avant de détricoter le match comme on va le faire, c'est surtout la signification que ça a. C'est-à-dire que l'Argentine, il y a 4 ans, tu penses que c'est le point d'exclamation de la carrière de Messi. La fin, presque au buzzer. Tu te dis, tu ne sais même pas ce qu'il va la faire. Exactement, parce qu'en plus, il y avait un doute sur le fait qu'il continue en sélection. Il continue pendant 1 an en mode je veux au moins pouvoir faire la tournée avec l'équipe, pouvoir célébrer à chaque fois, parce qu'ils étaient célébrés à chaque fois pour le titre mondial. Et petit à petit, naît l'idée à partir de 2024 à peu près, que 2026, c'est pas si loin. Mais dans quel état? Comment? Ils jouent en MLS, avec un rythme qui doit être celui de la MLS, c'est-à-dire quand même pas celui d'un énorme championnat. C'est peut-être pour ça qu'il est frais. Peut-être. Maintenant, tout est explicable. Mais tu sens qu'il s'est préparé pour ce mondial. Il s'est préparé, vraiment. Spécifique comme a fait Maradona. Mais se préparer à 39 ans. Oui, Cristiano, il a beau se préparer autant qu'il veut, et je suis persuadé qu'il a autant de professionnalisme, encore, sinon plus encore que Messi. Mais il a plus la vista. Mais Ronaldo, exactement. Il arrive dans un état où tu sens qu'il peut plus. Ouais, mais je pense que c'est 2 joueurs différents. C'est-à-dire que je pense que Ronaldo, il y avait une vraie importance sur son impact physique, athlétique. Oui. Moi, je pense que Messi a aussi un impact physique, athlétique, mais je pense qu'il a autre chose. C'est-à-dire que là, tu vois, à un moment donné, il ne court plus. Les autres courent. Par contre, il se met sur un côté, et puis là, ça arrose de tous les côtés. Et donc, moi, je ne pense pas que Ronaldo soit capable de faire ce qu'a fait Messi ce soir, dans son jeu. Mais ce que je veux dire, tu n'es pas bluffé qu'à 39 ans, ils te sortent. Mais cette Coupe du Monde. Non, mais cette Coupe du Monde-là, je pense que sur son niveau de performance, c'est encore plus fort qu'il y a 4 ans. Je sais, oui, après, il y a 4 ans, on a oublié, mais il y a eu des matchs incroyables. Non, mais il y a eu des matchs incroyable. Je sais pas, mais il n'a pas baissé en tout cas. Non, mais je ne suis pas en train de dire qu'il y a 4 ans, il nous fait un match. Non, mais il a 4 ans de plus. Il a 4 ans de plus. C'est peut-être pour ça qu'on se dit qu'on ne l'attendait pas là. Moi, je l'attendais des coups comme ça, mais pas autant d'influence. Et puis dans le bilan début, tu vois, il y avait 5 pénaux, etc. Mais Dave, au-delà de ça, facile. Au-delà de ça, c'est le chef de file, quoi, toujours. Le sens du sacrifice. Encore plus, je trouve. Le sens des sacrifices des autres pour lui. Ils sont prêts à tout. Ils feraient tout. Le gardien, il peut jouer à les mecs, ils ne rechignent à rien. C'est en mode Argentine 90 autant tant que c'est pour lui, ils sont prêts à aller au feu. Et ça, c'est... Et parce qu'il lui rend bien. Non, mais lui, il le rend. C'est quand même rare, aussi longtemps sur une sélection, avec tous les égos que tu peux avoir. Quand même des joueurs, des garçons qui font quand même des choses dans cette équipe d'Argentine, entre Lautaro, Alvarez. Ludo, la plupart des mecs qui sont dans l'équipe, quand ils avaient 12-14 ans, ils voyaient Messi qui était déjà à 25 ans, ils le regardaient avec des yeux comme ça, là ils arrivent dans l'équipe, le mec il le regarde pareil et ils vont avec lui jusqu'au bout. 8 plus 4 égale 12, 8 buts, 4 passes décisives. Le dernier joueur dans l'histoire du mondial à avoir été décisif à peu près dans ses proportions, il avait fait 13. Justo. Mais c'est pas Justo, non, c'est Gerd Müller en 70. Gerd Müller en 70 avait gagné le Ballon d'Or. On aura une petite question sur Messi. 10 buts, 3 passes quelque chose dans ce goût-là, j'ai pas les stats, mais on va vérifier tout ça. Oui, c'est exactement ça, bravo. Vous avez du nez, vous avez du pif, ou vous avez surtout de la chance. Ça vous donne quelque chose de mémoire. Non, c'est connu, Gerd Müller, 10 buts. Pardon, mais je savais pas qu'il y avait 3 passes. Cette équipe d'Argentine, elle est escortée, on va dire en France. On fait un petit débat franco-français avec une sorte de détestation. Les Français donc ont vu que l'Argentine avait gagné la finale dans des circonstances extraordinaires, mais ça fait mal. Et l'Argentine, pour les Français, on souhaitait, on va dire, leur élimination, leur défaite. Il y a quelque chose. Ce soir, quand même, il y a quelque chose, quand même, il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe. C'est une équipe avec un mental en acier extraordinaire. Je trouve quand même qu'il raconte une histoire incroyable, en fait. Depuis le début des matchs éliminatoires, c'est des dramatiques. Il n'y a rien de facile. Il renverse tout avec, encore une fois, Messi qui... Enfin, je veux dire... Le mec défie toutes les lois du sport quasiment. Il n'y a pas que Messi dans cette équipe. Non. Sur Messi. C'est vrai que c'est immense, son histoire est ouf et tout. Mais là, ce soir, ce qui est hyper beau, c'est l'unisson en fait des joueurs. C'est-à-dire que justement, c'est exactement ce que disait Ludo, c'était hyper juste ce que tu disais. Pour justement servir en gros le chef de file, ils sont à l'unisson dans l'intention et dans la qualité du jeu. C'est hyper impressionnant parce que les mecs qui rentrent en cours de jeu, ils sont complètement dans le ton tout de suite et ils ont tous
la même grinta, le même niveau d'engagement. C'est ça qui est fantastique. Mais je trouvais ça moins sur les 2-3 derniers matchs. Je trouvais, tu avais toujours ce niveau d'engagement parce qu'ils ont ça de manière absolue. C'est non négociable chez eux. Mais je trouvais que ça s'exprimait moins dans un football, la seconde période des Argentins. Et moi, j'avais pronostiqué un carton rouge à la mi-temps pour l'Argentine. Et dès les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, je me suis dit, mais en fait, là, on en est très très loin. Il y avait beaucoup moins de fautes. Ils ont joué beaucoup plus propre la seconde mi-temps. Il y a eu un petit carton jaune de Romero sur une vilaine faute tactique sur Bellingham. Mais par rapport à la première mi-temps, c'était pas du tout la même physionomie. Et on a quand même senti qu'ils avaient Là, vraiment, sur la deuxième pied, ils ont fait ce qu'ils ont fait à l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Dans l'intensité, dans l'impact, dans la clarté. 19 fautes compresseur. 19 fautes au total en première mi-temps, 7 seulement. En deuxième mi-temps, on a vu un tout autre match et pour notre plus grand plaisir. Sur le jeu offensif. Ça devient légende. Pierre. T'as deux doigts de le dire quand même. Vous êtes la majorité. Mais c'est pas parce que t'aimes pas l'Argentine que tu... Non, mais attends, j'ai jamais dit que j'aimais pas. Mais vous avez pas dit que vous l'aimiez. Mais c'est pas grave. On peut assumer ses inimitiés. Sur ce mondial, il y en a qui sont pour moi peut-être plus légendaires dans la mais c'était pas des demi-finales. Ils sont cliniquement morts contre l'Égypte normalement. Ils sont cliniquement morts. À plusieurs reprises, franchement, tu te dis ça y est, c'est fini pour eux. Et en fait, ils reviennent. Dans le scénar, c'est vrai que c'est légendaire aussi l'Égypte. C'est assez ouf. Bah oui, c'est pour ça, tu vois. Oui, mais là, c'est l'Angleterre.